Bonjour. Voilà, nous allons donc commencer ce cours de génétique qui s'adresse à la promotion de L2, L3, qui m'a été demandé par la faculté. Et donc, on va essayer de vous donner les données de base, les connaissances de base pour vous permettre d'évoluer. Plus tard, vous aurez encore le cours de génétique en D3 et très probablement aussi pour ceux qui vont poursuivre leur formation dans les années ultérieures dans la spécialisation. Le cours de génétique qu'on m'a demandé de vous donner va comporter des chapitres importants qui concernent la cellule. J'imagine que vous avez eu des notions de base sur la cellule. La cellule, c'est cet élément essentiel, fondamental, qui est à la base de la vie. J'imagine que vous avez vu la constitution de la cellule, les détails, etc. dans le cours de biologie de base. Vous avez probablement vu cela aussi dans le cours d'anatomie, d'histologie, etc. Et donc, je ne devrais pas revenir sur des notions qui sont censées vous être bien connues. Et nous verrons donc la cellule, mais une cellule qui fonctionne. Nous allons parler de la division cellulaire. La division cellulaire, donc la cellule, mais importante, il y a les parler Excusez-moi, il y a un petit effet fatigue, il y a un écho. Nous parlerons donc de la division cellulaire. Je ne m'attarderai pas sur les détails que vous êtes censés connaître. La division cellulaire, qui en général s'appelle mitose. La méiose, vous l'aurez déjà vu en gynécologie ou dans d'autres matières, mais on en fera juste une illusion très rapide. Nous parlerons des chromosomes, les chromosomes qui constituent l'élément essentiel qui compose le cerveau de la cellule et qui sont donc à la base de la transmission des propriétés que nous avons d'une génération à l'autre. Et tout cela aussi va nous amener à parler de la génétique mendélienne. La génétique mendélienne, Mendel, il a été le père de la connaissance sur la transmission des caractères d'une génération à l'autre. Les règles qui sont issues des observations de ce prêtre qui nous allons voir, hein. Mais maintenant, comme exemple pratique, nous prendrons d'autres maladies. Nous prendrons en l'occurrence la drépanocytose ou l'anémie SS comme exemple pour expliquer justement les caractères mendéliens, comment sont transmis les caractères d'une génération à l'autre. Nous verrons aussi ce qu'on appelle les mutations, c'est-à-dire des accidents qui arrivent, hein, qui peuvent arriver un peu partout, des mutations chromosomiques. Les mutations ne sont pas que chromosomiques, nous allons voir, elles sont aussi, on va dire, moléculaires, plus petites. Les chromosomes, tout simplement, parce que ce sont ces éléments qui constituent le bagage qui porte quelque chose de très important que nous allons voir, qui porte ce qu'on appelle les acides nucléiques, qui sont donc dans le noyau et qui sont responsables de la transmission de toutes nos propriétés héréditaires que nous avons d'une génération à l'autre. Il est prévu aussi qu'on parle de la génétique des populations. La génétique des populations, elle a beaucoup changé, hein. C'est génétique de population, vous devez d'abord savoir qu'est-ce que c'est une population. Donc, un ensemble de personnes qui sont issues généralement d'une même famille et qui vivent dans un contexte déterminé ensemble, etc.
Nous allons voir la génétique des populations. C'est quand même important aussi parce que les populations dans le globe, sur le globe où nous vivons, sont situées dans des endroits géographiques particuliers. Faire la génétique des populations, ça va vous demander un retour un peu à vos connaissances culturelles de base sur la géographie, parce que ça, c'est un peu la génétique géographique. Mais ça ne concerne pas que les humains, ça concerne aussi les animaux, les plantes et tout, etc. La génétique des populations, c'est une génétique qui sera géolocalisée, mais qui sera aussi temps localisée, parce que la génétique des populations ne sont pas stables. Les populations vont varier avec le temps. J'imagine que vous avez fait des cours sur l'évolution de la population et vous savez que nous sommes des primates, nous sommes des vertébrés. Et lorsque vous voyez l'origine de la vie, on dit que l'origine de la vie a commencé dans l'eau. La vie a commencé dans l'eau et nous étions une cellule. La vie a commencé à partir d'une cellule. À partir de cette cellule, on a constitué d'autres et tout, etc. Et nous sommes devenus des êtres complexes. Voilà. Ben, cette introduction, je vous la présente, c'est pour vous permettre de comprendre l'intérêt du cours de génétique. Il ne s'agit pas de retenir des choses seulement pour des examens, parce que vous devez vous dire qu'est-ce que plus tard nous allons devenir dans notre profession, etc. Mais aussi, c'est intéressant, bon, c'est la génétique, on va dire, de base que nous allons voir. Même si en parlant des chromosomes, etc., ça sera difficile de ne pas aborder déjà un aspect de la biologie moléculaire. Mais nous n'allons pas voir tous ces aspects techniques sophistiqués et tout, mais du moins, nous allons quand même parler de l'ADN. L'ADN qui est l'élément essentiel, qui est à la base de la transmission de ces caractères d'une génération à l'autre. Alors, comme ce cours, en principe, va s'adresser au DA, au L2 et L3, ne connaissant pas vos bagages de base, je ne sais pas quelle notion vous avez de base sur la génétique, du moins sur la biologie et tout, etc., ben, je vais probablement pour les uns donner des notions qui peuvent paraître un peu trop détaillées, mais pour d'autres, peut-être, c'est des notions importantes. De toutes les façons, je peux déjà vous dire, je vais baser ce cours sur les notions qu'un étudiant dans le monde entier doit avoir, un étudiant en médecine lorsqu'il est encore en train de faire sa formation en licence. Mais on va pas s'attarder sur des choses qui ne vous seront pas utiles. Donc, moi, le principe, c'est de vous donner des notions de base qui vous sont utiles et qui vont vous permettre de bien comprendre la génétique et même de pouvoir l'aimer davantage. Si ça peut vous créer une vocation à la génétique, j'en serais vraiment heureux. Alors, j'ose aussi vous rappeler une chose, c'est qu'il n'y a pas de syllabus. Et en plus, vous avez l'avantage, c'est qu'un cours qui est donné en ligne et qui est enregistré, vous avez l'avantage de suivre les images, parce que lorsque je suis en Bujimaï et qu'on doit attendre de trouver un amphithéâtre libre et qu'on n'a pas de courant, que vous n'avez pas la possibilité de voir les images des diapos que j'ai en général, etc. Et cette fois-ci, on va partager tout cela. Et en plus, l'autre avantage que vous aurez, c'est qu'on va vous donner le droit d'accès gratuit de pouvoir revoir les cours. Donc, pour vous, ça sera vraiment facile de pouvoir suivre certaines leçons pour que vous puissiez comprendre des choses que vous n'aurez pas comprises avant. Aussi, je vous donne la possibilité de poser des questions dans le chat ou encore lorsque vous entrez sur le site, parce que je fais ce cours sur le site de l'Institut de recherche biomédicale One Health.
dans lequel je suis et vous pourriez y accéder, vous vous abonner et vous pouvez suivre les cours au fur et à mesure que ça avance, ou bien si vous avez raté un cours, vous aurez la possibilité quand même de le suivre en ligne. Alors, on va commencer avec des notions vraiment très grossières. Qui sait me dire ce que vous connaissez sur la génétique? Qu'est-ce que vous vous attendez de ce cours de génétique? Bon, vous pouvez le mettre dans le chat, hein? Mais j'imagine certains disent oui, la génétique, on aimerait bien comprendre pourquoi, par exemple, les Noirs ont la peau noire et les Blancs ont la peau blanche et tout, etc. Oui, c'est vrai, la génétique peut vous donner des réponses dans ces genres de choses. Autre question, autre intérêt qui peuvent être, qui peuvent être dans les motivations que vous avez d'apprendre la génétique. C'est de vous dire, par exemple, si oui, on voudrait savoir finalement tous ces cours qu'on apprend, est-ce que c'est utile la génétique en médecine? Évidemment, oui, nous allons voir, c'est pour cela qu'on vous donne ces cours de génétique en médecine. Nous allons voir aussi l'application de la génétique dans le progrès de la science, le progrès de la médecine. Donc, au cours de ces premières notions de génétique, je vais vous mettre les thèmes principaux que nous allons voir. Nous allons voir la cellule. Et vous avez appris certainement déjà dans la biologie de base que la cellule, c'est l'élément fondamental qui constitue, quand on parle d'une cellule, les cellules qui se retrouvent ensemble vont constituer un tissu qui va se spécialiser dans une fonction particulière, va constituer un organe. Les organes vont se mettre ensemble pour constituer un système. Et les systèmes vont se mettre ensemble pour constituer un corps unique. Donc, la cellule, en général, nous allons étudier la cellule humaine, la cellule donc chez les humains, chez les animaux aussi, mais il y a des différences. Et vous savez, dans la biologie, on va distinguer la cellule des prokaryotes de la cellule des eucaryotes. Nous, les humains, nous faisons partie du monde des eucaryotes. Je pense que c'est des choses que vous avez déjà vues en biologie de base. Les prokaryotes sont différents des eucaryotes. Nous allons nous concentrer sur la cellule des eucaryotes. Mais la génétique, les notions de base que nous allons voir, en principe, sont semblables. Les prokaryotes, c'est quoi, par exemple? Prokaryotes, par exemple, ce sont les microbes. On va prendre, par exemple, l'Escherichia coli. Nous allons voir, on va voir quelques exemples. L'Escherichia coli, qui est une bactérie, une des bactéries les plus étudiées, elle est très importante. On va voir que c'est une prokaryote. Elle a des comportements différents de nous, les eucaryotes. Alors, revenons très rapidement sur des choses que vous connaissez. La cellule d'un prokaryote, d'un eucaryote, donc notre cellule, elle est constituée de quoi? L'exercice pratique que je vais vous donner, c'est de dessiner une cellule. Parce qu'un étudiant en médecine doit être en mesure de dessiner une cellule. Maintenant, avec les WhatsApp, l'Internet et tout, on n'est plus capable d'écrire, on n'est plus capable de lire parce qu'on entend tout, on suit tout dans les images et on raisonne de moins en moins bien, alors qu'en dessinant, vous êtes en train de renforcer la connaissance, une connaissance en images, une connaissance intellectuelle de ce que vous êtes en train de dessiner. C'est pour cela, dans les TP que vous aurez dans le cours de génétique, vous aurez à dessiner. Voilà. Par exemple, on va dessiner une cellule. En général, chez les eucaryotes, chez nous les humains, c'est une cellule qui a la forme ronde. Mais les cellules peuvent avoir plusieurs formes. Elles peuvent avoir une forme comme ceci, variable, ou encore une forme avec, ce sont des cellules nerveuses que vous connaissez, etc.
Mais en général, la cellule, c'est un corps qui est constitué d'une limite, c'est une frontière, et la frontière, là, c'est la membrane. Donc, il y a une membrane qui va contenir quoi? Qui va contenir de l'eau. C'est comme l'espace dans le monde. Lorsque Dieu a créé le monde, on disait que l'univers, c'était comme si c'était de l'eau. Après, il a séparé la terre du ciel, il a mis des histoires, etc. Alors, dans cet océan-là, on va dire c'est un océan qu'on appelle le cytoplasme, l'océan, le liquide de la cellule, cytoplasme. On va trouver à l'intérieur un élément important qui constitue la cellule des eucaryotes qu'on appelle le noyau. Alors, donc, d'une façon très simple, notre cellule est constituée d'une frontière parce qu'il faut retenir la chose essentielle. Et dans cette frontière, on a un liquide qu'on appelle cytoplasme, le plasma, c'est liquide. Cytoplasme, c'est le liquide qui est dans la cellule. Cyto, c'est pour dire cellule. Cette cellule est délimitée par une membrane. Et à l'intérieur de ce cytoplasme, de ce noyau, de cet océan-là, on va trouver dedans des organites. On va trouver plusieurs substances, on va dire des organites ou organelles. Parmi les substances que nous allons trouver, puisque c'est dans l'océan, on va trouver des centrales qui sont importantes pour produire l'énergie, qu'on va appeler les mitochondries. Dans cette cellule, on va trouver les mitochondries. Mais la cellule, c'est un être vivant bien organisé. Et en dehors de ces mitochondries, on va trouver à l'intérieur des cellules des ouvriers, des gens qui doivent travailler. On va les représenter par exemple comme ceci. On va les appeler les ribosomes. On va trouver donc des organites qu'on va appeler mitochondries, au moins des organites essentiels, les ribosomes qui doivent travailler là-dedans. Mais dans ce cytoplasme, dans cet océan, c'est comme les poissons qui sont dans le lac et tout, il faut quand même qu'il y ait des choses qui puissent se nourrir. Et donc là, on va trouver, par exemple, à l'intérieur de ceci, des substances nutritives. En général, ces substances nutritives, ce sont des, je suis chez les eucaryotes, ce sont des protéines. On va trouver donc des protéines. Mais ces protéines, on ne va pas les retrouver n'importe comment. Ces protéines sont produites justement par la cellule pour pouvoir avoir joué plusieurs rôles. Hein, on va voir ça. Et alors, ces cellules, pour qu'ils puissent travailler, doivent travailler avec un système ordonné. Il y a des passages, il faut régler la circulation des choses. La cellule, c'est un être vivant qui travaille. Il travaille pour lui-même, mais il travaille aussi pour les autres, pour rendre service. Dans notre vie, nous sommes là pour nous-mêmes, pour nos familles, mais également pour rendre service aux autres. Alors, pour rendre service aux autres, la cellule va commencer à produire des substances. En général, elle va produire des protéines, mais pour produire ces protéines, il faut les localiser dans l'océan, il faut dire où est-ce que je les envoie. Alors, il y aura tout un système qu'on appelle un système réticulo-endothélial, qui va permettre à ce que, par exemple, les travailleurs, les ribosomes, soient dessus pour travailler, pour produire des protéines. Mais il y a aussi un système endoplasmique, toujours à l'intérieur des cytoplasmes, qu'on appelle le système de Golgi, qui sert, en fait, ce sont des voies, des canalisations, comme des autoroutes pour exporter les substances, par exemple, à l'étranger. Donc, là, on voit de plus en plus, la cellule va être très complexe. Elle a tout un système réticulo-endothélial qui peut être lisse ou bien rugueux, parce qu'il y a dessus, par exemple, des ribosomes, il y a des tunnels, et puis il y a aussi on va dire, des fibres à l'intérieur du cytoplasme. On va avoir aussi des petits sacs, on va avoir des sacs poubelles qu'on va appeler des vacuoles.
on va trouver des vacuoles, hein, ce sont comme des poubelles où on va digérer, on va transformer des substances dont on n'a pas besoin. Et les produits, par exemple, chimiques qu'on aura produits, on va les trouver dans des petites vésicules, plusieurs vésicules, qui auront, par exemple, des rôles de jouer comme enzymes, etc. Donc, finalement, on voit que cette cellule c'est un être vivant très complexe, un être vivant très complexe qui travaille, qui fonctionne. Et pour faire toutes ces tâches-là, il faut des règles. Il faut quelqu'un qui doit diriger ça. Et la direction de la cellule, ce qui commande la cellule, c'est le noyau. Voilà. La partie centrale importante de la cellule, c'est le noyau. Entre le noyau et le cytoplasme, le noyau à son tour, comme lui c'est le cerveau, si vous voulez, il doit être protégé. Alors il a une membrane qu'on appelle la membrane nucléaire. Mais cette membrane nucléaire, elle n'est pas très étanche. Cette membrane nucléaire doit pouvoir permettre aux substances qui sont dans le noyau de donner des ordres au niveau de l'océan qui est le cytoplasme. Et alors, la membrane nucléaire va présenter des petits trous, des espaces, des trous à travers lesquels les substances qui sont dans le noyau peuvent communiquer avec la partie qui est en dehors du noyau. Et donc, ce sont des pores nucléaires. Et c'est ainsi que vous allez voir que la membrane nucléaire, elle n'est pas étanche, elle a des trous, des pores nucléaires à travers lesquels peuvent passer des messages, des substances ou des messages pour donner de l'ordre, des ordres à la cellule. Alors, qu'est-ce qu'on a d'essentiel dans le noyau? Dans le noyau, ce qu'on a d'essentiel, c'est une substance qu'on appelle ADN. Du moins, chez les humains, l'ADN, c'est toute une longue substance qu'on appelle composée d'acides nucléiques qui s'enroule dans le noyau et qui a la propriété de changer d'aspect, de forme et tout, selon le stade de maturité et de la vie de la cellule. Donc, l'ADN se trouve dans le noyau et c'est l'ADN qui est responsable de la transmission de tous les caractères que nous avons de cette cellule-ci vers les autres cellules. Quel est le rôle finalement de la cellule? Comment est-ce qu'on fait pour vivre? Pour vivre, on doit avoir plusieurs propriétés. Une des propriétés essentielles, c'est de pouvoir se reproduire. Et comme on se reproduit, c'est grâce à l'ADN qu'on peut transmettre mes propriétés que j'ai à mes enfants. Donc, propriété de reproduction. L'autre propriété que nous devons avoir, c'est de pouvoir survivre, se nourrir. En fait, c'est comme un humain. Nous mangeons, nous nous reproduisons, nous nous protégeons et tout. Et puis, nous travaillons pour les uns et les autres. C'est la même chose au niveau de la cellule. La cellule, finalement, c'est un bon exemple de ce que nous sommes. Vous savez, lorsqu'on parlera de la génétique de la population, on pourra faire allusion, puisque la majorité d'entre vous sont des pasteurs, ou bien du moins tout le monde se promène avec une Bible sous le bras, on parlera de la création de l'univers, enfin la création de l'être humain, comme vous le savez. L'être humain a été créé d'abord, c'est un seul être humain qui s'appelle Adam. C'est la génétique tout ça, hein? Adam. De Adam va dériver Ève. Ce sont les deux premiers êtres vivants. De Adam et Ève vont naître, bon, on va dire Caïn, Abel, bon, avec tous les drames que vous connaissez et tous ces drames.
De Caïn et Abel, nous allons avoir toutes les populations du monde. Vous voyez la génétique des populations. On est partis tous de quoi? D'une seule personne, Adam. Nous sommes tous fils d'Adam. Là, Adam, c'est le premier être vivant. Imaginez que Adam, c'est la cellule. C'est une seule cellule. C'est pour cela, ceux qui vont faire l'hématologie vont voir, vont très bien comprendre justement la génétique de la population, parce qu'en hématologie, on va voir qu'à partir d'une cellule unique, cellule souche, on va avoir plusieurs groupes, plusieurs familles. Alors, on va avoir des globules blancs, des globules rouges, on va avoir des globules jaunes qu'on appelle plutôt plaquettes. Mais toutes ces cellules sont issues d'une même cellule mère qu'on appelle cellule hématopoïétique souche, celle qui a multipotente, elle a la capacité de se reproduire sous plusieurs formes. Eh bien, je donne toujours cet exemple pour vous permettre de comprendre la génétique des populations. Et cela signifie quoi? Que par exemple, le racisme, c'est l'absurdité, une absurdité absolue. L'être humain, nous sommes tous là, une seule cellule, nous dérivons tous de Adam. Après, chacun se développe un peu différemment. Et donc, être raciste, parce que moi, je vais me développer dans un climat où il fait très chaud, et pour me protéger du soleil, je produis plus de mélanine. La mélanine va être plus en surface qu'en profondeur, et j'aurai des cheveux crépus pour éviter justement les rayons de soleil. Et je me protège avec comme si j'avais un casque sur ma tête, etc. Et quelqu'un d'autre qui vit là où il y a de la glace et qui n'a pas beaucoup de soleil, donc il va absorber, parce que nous avons besoin de soleil, hein, lui, il aura une peau relativement plus claire et ainsi de suite. Donc, être raciste, c'est absurde. Être tribaliste, c'est encore une bêtise, parce que nous dérivons tous d'une seule cellule. Quand on comprend la génétique et qu'on comprend justement la génétique, on est passionné de l'être humain. On trouve que l'être humain, c'est une merveille. On est passionné sur la diversité de l'être humain. Nous ne sommes pas comme des schtroumpfs. Je ne sais pas si vous connaissez les schtroumpfs. Vous lisez les dessins animés. Les schtroumpfs, ce sont des petits personnages qui se ressemblent tous. Mais heureusement, même parmi les schtroumpfs, il y a un schtroumpf barbu et un schtroumpf qui est bleu. Tous les autres sont blancs. Un schtroumpf qui est bleu, et puis il y a un schtroumpf qui est grincheux, qui tire tout le temps le nez, la tête, et ainsi de suite. La diversité fait la richesse de l'humanité. C'est pour ça, d'ailleurs, nous avons des sexes différents. Bon, on revient à notre cellule. Donc, je vous disais, le noyau, c'est l'élément important. Dans le noyau, nous avons trouvé l'ADN. Et cet ADN, selon le stade de l'évolution de la cellule, peut se transformer. Ce sont des chaînes, nous allons voir, ce sont des molécules qui se suivent l'une derrière l'autre. Elles peuvent se transformer, se compacter. En fait, l'ADN, c'est comme ceux qui ont des mamans qui ont l'habitude de tresser, des tricots, etc. Vous avez une pelote de laine. Lorsque vous la tirez, c'est un fil. Vous le tirez, un fil, etc. Mais pour la vendre et tout, le fabricant met une pelote de laine avec un certain ordre, parce que vous tirez dans un sens, etc. L'ADN, pour pouvoir être contenu dans une petite surface comme le noyau, a besoin de se compacter. Si l'ADN mesure 1,50 m, même 2 mètres, ça dépend des espèces, cet ADN, cette chaîne-là d'acide nucléique, doit se compacter, doit devenir très grand. Et en se compactant, selon le stade de la cellule, cet ADN va devenir chromosome. Donc, vous voyez, nous parlerons de la cellule, plus que... Donc, on parlera surtout de la division cellulaire. Et en parlant de la division cellulaire, nous parlerons de l'ADN. Et donc, on parlera aussi des chromosomes. Donc, les chromosomes, c'est quoi? C'est tout simplement de l'ADN compacté. Et ces chromosomes vont prendre une forme qui sera variable et qui vont se casser en plusieurs morceaux qu'on appelle des chromosomes.
Nous verrons plus tard aussi que ces chromosomes sont constitués par des fractions qu'on appelle des chromatides. Nous allons apprendre que ces chromosomes, nous tous, nous venons de papa et de maman, Adam et Ève. C'est là que commence notre génération. Adam, lui, c'est le boulongo, le sol que le Seigneur a pris, il a façonné, il a soufflé dedans, Adam était là. Mais nous, pour nous reproduire, nous avons besoin de deux cellules, qu'on appelle des cellules germinales, celles qui vont nous permettre de devenir ce que nous sommes. Nous allons apprendre, en parlant des chromosomes, que nous avons, nous les humains, 46 chromosomes, soit les termes que nous allons utiliser, ça signifie que nous avons 23 paires de chromosomes. 23 paires de chromosomes parce que nous héritons d'une moitié de chromosomes de papa, une moitié de chromosomes de maman. Ça, ce sont des notions de base que tout le monde, vous avez certainement appris déjà au lycée. Voilà, chromosomes. Dans le noyau, là, on verra après, au point de vue structure, des petites parties papa qui sont claires qu'on appelle les nucléons. Dans le cytoplasme, on trouvera aussi des fibrines, des choses comme des fils élastiques qui vont servir au moment de la division pour commencer à séparer les chromosomes, pour les faire monter vers les pôles supérieurs, les pôles opposés, pour que la cellule, à un certain moment, se divise en deux, etc. Mais enfin, ça, c'est des choses que nous verrons plus tard avec des détails. Et est-ce que vous avez des questions jusqu'ici? Ce sont des généralités. Donc, notre cours de génétique va être essentiellement un cours qui parle de la génétique humaine de l'homme. Je ne vous parlerai pas de la génétique des végétaux et tout, etc. Même si dans la pratique, je vous donnerai un exercice pratique que vous allez faire. D'ailleurs, je vais vous le dicter tout de suite. Vous allez le faire parce que c'est prévu que vous fassiez aussi de la pratique. Et j'imagine que vous avez un laboratoire de pratique médicale, et ben vous allez vous alterner pour aller devant un microscope, pour regarder les choses. Parce qu'un étudiant qui n'a jamais vu un globule rouge dans un microscope et qui termine sa médecine, c'est scandaleux. Vous ne pouvez pas terminer la médecine sans avoir vu dans un microscope qu'est-ce que c'est le globule rouge. Vous connaissez la malaria, oui, plasmodium, mais vous ne l'avez jamais vu. Un étudiant en médecine doit être curieux, et c'est de votre droit. Le programme prévoit que vous ayez aussi de la pratique, TP. Les TP, ce n'est pas vous raconter des histoires et tout. Non, 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 non. Vous devez réellement faire de la pratique. Nous allons voir d'ailleurs, puisqu'on va vous donner des devoirs pratiques. Les assistants seront là pour vous encadrer et vous accompagner. Bien. Et la génétique, vous avez certainement appris l'histoire de Darwin et Lamarck. Darwin, c'est celui qui a étudié l'évolution. Vous savez qu'il y a beaucoup de débats parce qu'on dit que nous sommes dérivés. Ah oui, il y a ceux qui n'aiment pas les singes, qui n'aiment pas les bonobos. Mais les singes, quand même, les bonobos, ce sont nos cousins parce que nous sommes des primates. Nous étions d'abord à 4 pattes. Nous avons évolué, nous sommes devenus des bipèdes. Et en devenant des bipèdes, on a acquis des connaissances, on a appris à fabriquer des outils, etc. Qu'on le veuille ou pas, l'homme a évolué. Et aujourd'hui, il y a une science qui est très intéressante, passionnante d'ailleurs, c'est l'archéologie. L'archéologie permet d'aller étudier les vestiges. Il y a ce qu'on appelle les égyptologues, parce qu'ils vont aller rechercher dans les fous, on va fouiller dans le sol, on va découvrir qu'il y avait des civilisations qui existaient avant nous. Tout ça, ça fait partie de la génétique des populations. Les populations dont nous allons parler, elles ne dérivent pas que des populations du XXIe siècle. On a existé avant, etc., mais on n'était pas comme nous sommes, selon le climat, selon l'environnement. Donc Darwin, lui, il disait que l'homme s'est adapté à son environnement. Et d'ailleurs, Darwin, celui qui a lancé la théorie Struggle of Life.
Pour Darwin, il a dit que l'homme dans son environnement va subir l'impact de l'environnement et l'environnement va provoquer chez lui parfois des dégâts. Et alors, ceux qui vont résister, qui vont survivre, ce sont les plus forts. C'est la théorie de la sélection des plus forts. Nous verrons cela lorsque nous parlerons de la drépanocytose. Donc, vous voyez, le cours de génétique, maintenant, il faut l'adapter à son contexte. Moi, je ne vous parlerai pas des petits pois de Mendel, mais je vous parlerai plutôt de la drépanocytose pour expliquer la transmission des caractères et pour expliquer aussi ce que Darwin dit, l'impact de la pression sélective qui fait que ceux qui ont résisté aux catastrophes, bon, pour résister, ils ont dû acquérir certaines propriétés pour pouvoir résister. Voilà. Bon, nous allons voir pour cela. Enfin, je vous donne toutes ces notions parce que de mon souvenir personnel, le cours de génétique était passionnant parce j'avais un prof qui était un biologiste et qui aimait bien, c'est lui d'ailleurs qui m'a donné le goût, si vous voulez, d'une façon ou d'une autre. Ça, c'était au lycée, hein, c'était pas à l'université. Oui, j'avais bien sûr le cours de génétique à l'université, mais déjà au lycée, ce professeur donnait tellement bien son cours de biologie qu'on a fini par aimer. Ça ne m'étonne pas que je sois devenu médecin plus tard. Parce que quand même, la biologie et la génétique, c'est quand même la base de beaucoup de choses dans la médecine. Alors, on va faire une petite pause ici, parce que ce sont des notions générales. Et puis, si vous avez des questions, vous les posez, vous les mettez dans le chat. Je vais y répondre. Et après, je vais aussi vous donner quelques exercices. Et je vous prie de respecter la chronologie des matières et de faire les exercices comme on va vous en demander. On vous donnera par exemple une heure de temps pour faire les exercices. Prenez-le pendant une heure. C'est pour cela que je pense que les assistants qui sont à côté de vous, ils sont là pour vous aider, pour vous dire, attends, on a demandé ceci, ne trichez pas. N'emmenez pas la culture de la tricherie dans la génétique, ça va vous rattraper. Ne trichez pas, soyez sérieux, c'est pour votre bien, c'est pour votre formation. C'est pas pour moi. Moi, j'ai fini ma carrière. C'est pour vous qui deviez commencer. Et vous avez tout intérêt à bien apprendre les choses, à en tirer le plus grand profit. Je passe mon temps à vous donner ces cours. Tout simplement, c'est par patriotisme, en réalité. Parce que je sais que vous en avez besoin. Vous êtes l'avenir de notre pays. Et donc, essayez de mériter le temps que nous dédions pour vous donner ces cours. On va faire une pause.